Radio Feu Geek présente l'émission Jeux vidéo. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Radio Feu Geek. Aujourd'hui une petite émission sur les jeux vidéo hardcore et leur évolution depuis le début des jeux vidéo jusqu'à maintenant et le retour des jeux un peu plus difficiles de nos jours. Avec moi j'ai Étienne. Bonjour à tous. Et Thomas. Bonjour. Qui vont vous parler donc de l'évolution de la difficulté des jeux vidéo. Donc c'est vrai qu'en fait à la base les jeux vidéo mine de rien étaient plutôt difficiles. Si on regarde par exemple, même si ça reste le classique Super Mario, suffisait de quelques coups où on tombe dans un trou et hop on meurt. Et il n'y avait pas le point de sauvegarde ou quoi que ce soit, donc en fait les tout premiers Mario, fallait les finir d'une traite aussi. Donc c'est vrai que ça rajoutait un peu au challenge du jeu. Et donc il y a pas mal de jeux qui sont une difficulté élevée. Donc on va dire de manière plus contemporaine, il y a les Dark Souls, dont Thomas a pu se faire les dents dessus et passer quelques bonnes soirées dessus, je suppose. Voilà, quelques petites crises de nerfs, bien sûr, mais tu as raison de le souligner. Alors, alors, ça sera dur, bien sûr, de tous les énumérer, mais c'est vrai que avec Demon's Souls, donc de cette série qu'on appelle maintenant la série des Souls, avec la trilogie Dark Souls et aussi Bloodborne, donc qui sont tous d'un même studio qui s'appelle From Software, on a eu un retour de jeux vraiment difficiles. Donc à la fin des années 2000 voilà, puisque je sais plus, c'est en 2009 qu'est sorti au Japon donc le premier Demon's Souls, enfin premier et unique d'ailleurs pour l'instant, et de fait c'est vrai que c'est un jeu qui a eu un succès qui s'est fait sur le bouche à oreille, notamment par rapport à sa difficulté, mais qui est une difficulté qui est bien dosée et non pas, on va dire, c'est vrai qu'on parle de jeux difficiles, mais des jeux qui sont difficiles mais pas injustes, et qui n'érigent pas la difficulté comme, on va dire, comme parangon. Alors c'est vrai que c'est extrêmement difficile de bien doser une difficulté dans un jeu vidéo par rapport aux joueurs. Et par rapport à ce que tu disais au départ, c'est vrai que les premiers jeux qui étaient surtout des jeux de plateforme, mais aussi des shoot'em up, des beat'em all, etc., des jeux maintenant qui sont un petit peu en désuétude, c'était avant tout parce que c'était des jeux d'arcade, c'était des jeux qu'on jouait sur des bornes d'arcade avant que les consoles puis le PC ne deviennent maîtres dans nos salons. Il ne faut pas oublier que dans les années 80-90, on sortait encore beaucoup pour jouer en fait à l'extérieur, soit dans des salles dédiées, soit effectivement dans les bars tabac, etc., quand il y en avait. Alors c'est quelque chose qui est bien sûr a été peut-être plus diffusé au Japon et aux États-Unis que chez nous, en France et de manière générale en Europe, mais voilà, c'était vraiment cette culture, donc il fallait que le jeu soit difficile, puisque le but c'était quand même que vous perdiez pour recommencer à jouer, que vous remettiez des sous dans la machine pour continuer, voilà, comme n'importe quelle machine à sous finalement, et du coup voilà, fallait que ce soit suffisamment addictif et prenant pour que vous puissiez y revenir. Voilà, c'est parce que comme on le disait, si c'est trop injuste, vous allez pas vouloir remettre de l'argent. Par contre, si vous dites j'y étais presque, là j'étais à la fin du niveau, ou j'étais presque à la fin du jeu, etc., là ça vous donne envie de vous y remettre. Et c'est vrai qu'avant, comme tu le disais, il y avait très peu de sauvegarde. C'est quelque chose qui va apparaître même déjà sur la Nintendo, donc la NES ou la Super NES, avec des piles de sauvegarde. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui va surtout se démocratiser, la sauvegarde, à l'époque de la PlayStation, où ça devient quasiment systématique pour tous les jeux. La memory card, donc qui fallait... en fait ça dépendait, c'était 15 blocs si mes souvenirs sont bons. Oui, tout à fait. Pour les premières memory cards sur PlayStation, sachant que dépendant du type de jeu, ça pouvait prendre 1, 2, voire peut-être même 3 blocs. Donc soit il fallait racheter beaucoup de memory card ou faire du tri dedans. À partir de la PlayStation 2, il y a eu beaucoup plus de place, donc on pouvait transférer ses anciennes sauvegardes, etc.
Mais bon, c'était pas ça non plus. Et à partir de la PlayStation 3, PlayStation 4, on sauvegardait directement sur le disque dur. Et donc là, ça permet d'avoir beaucoup plus de place. Et en fait, on voit que c'est une évolution alors un petit peu différente, mais comme on va délaisser l'extérieur pour jouer à la maison, et bien néanmoins, c'est vrai que le fait l'achat de ces memory cards, ça avait un coût. Et comme tu dis, pour peu qu'on soit un gros joueur et comme la place était limitée surtout sur la première PlayStation, c'était pas rare qu'on ait 2 ou 3 memory cards et que ça avait quand même un coût. C'était un accessoire, hein, et à l'origine, c'est vrai que les consoliers ont l'habitude aussi d'essayer de nous vendre tout un tas d'accessoires, que ce soit des manettes plus performantes, les pads pour les sticks pour les jeux de baston, ce genre d'éléments. Et c'est vrai que la memory card c'était un petit peu incontournable. Et c'est assez drôle parce que maintenant, à l'heure actuelle, que quasiment toutes les machines, qu'elles soient portables ou bien sûr les consoles ou les PC, on peut sauvegarder dans le cloud. On sauvegarde dans le cloud généralement quand on est abonné au service d'abonnement en ligne payant du constructeur. Mais voilà, ça s'est encore déporté. Et par contre, on peut voir que sur les machines qui ont essayé de mettre, tout comme par exemple la PlayStation Vita, la dernière console portable de Sony, a essayé de remettre des formats de memory card propriétaires, alors que la PSP en son temps permettait de mettre n'importe quelle carte mémoire. Donc pour peu que vous ayez une carte SD d'un appareil photo ou de tout autre appareil électronique, vous pouviez l'utiliser, alors que c'était plus le cas pour la PlayStation Vita. Et alors bon, de là à savoir si ça a joué dans le succès, ou en l'occurrence l'insuccès de la console, c'est difficile à savoir, mais c'est vrai que au vu des prix en plus exercés pour les cartes mémoire, c'était quand même un budget, quoi. C'était si vous vouliez une carte à peu près décente, puisque maintenant en plus on télécharge les jeux, vous pouviez en avoir pour facilement 60 à 100 €, quoi. Donc c'était quand même un sacré budget. Et on voit que maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un petit peu qui s'est un petit peu décalé. Et tout ça, c'est vrai que c'est inhérent, pour revenir au sujet principal qui sont les jeux hardcore. On voit aussi que cette tendance à avoir la sauvegarde, alors au départ on n'avait pas forcément des sauvegardes, mais des points de passage, ce qu'on appelle les checkpoints, les mots de passe aussi, beaucoup sur les premières générations de consoles, qui vous permettaient, quand vous aviez atteint un certain niveau, d'avoir le mot de passe pour recommencer où vous étiez, ou tout ça, pour pas avoir à tout recommencer au début, parce que c'est vrai que ça pouvait être pénible. Si encore il n'y a pas certaines conditions à remplir pour pouvoir obtenir le mot de passe aussi, voilà. Exactement, mais il y avait cette idée en tout cas de récompenser le joueur dans sa progression, et puis de faire par rapport on va dire à la technologie de l'époque, qui ne permettait pas forcément toujours les sauvegardes. Et à l'heure actuelle, les disquettes Nintendo ou autres consoles qui étaient au format disquette et qui proposaient la sauvegarde, c'était une pile de sauvegarde. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de ces jeux qui, hélas, dont la sauvegarde maintenant ne fonctionne plus. Donc par essence, ça a un peu rendu aussi ces jeux obsolètes. Mais là, on parle généralement de jeux qui sont très longs, avec notamment l'avènement des jeux de rôle qui, par essence, alors même s'il y a des jeux de rôle, on va dire hardcore, puisqu'on pourra parler par exemple de toute la branche des des Megami Tensei, des Shin Megami Tensei, et donc des Persona, qui sont les jeux les plus connus, dont on attend impatiemment le 5e, on vous en avait parlé dans notre liste pour les jeux de l'année. Voilà, là aussi une franchise un peu à part, qui a mis la difficulté comme on va dire un peu une condition au centre de son gameplay, de son univers, ce qui se justifie. Et c'est vrai que c'est des jeux de niche, on peut être d'accord, et ça va à l'inverse de la tendance actuelle, qui est plutôt d'avoir des jeux finalement très simples. Ce qu'on appelle pour le casual gamer. Donc en fait, c'est vrai que mine de rien, de manière générale, c'est vrai que plus les joueurs, on va dire, vieillissent, etc.,
moins ils ont de temps aussi. Il y a peut-être aussi cette condition. Il y a beaucoup de petits jeux sur téléphone, etc. Donc c'est vrai que ce type de jeu aussi, c'est une contrainte de temps. Donc ce qui peut expliquer aussi un peu la réticence de certains à s'y investir. Mais c'est également des jeux où on peut très vite s'énerver, notamment face à des boss où ah merde, j'étais à 2 doigts de le buter, etc. Donc c'est vrai que des fois c'est un des charmes de ces jeux difficiles, mais également un des plaisirs de pouvoir franchir ces difficultés et de pousser un grand ouf de soulagement lorsqu'on a triomphé de l'obstacle. Alors c'est vrai qu'on peut peut-être remettre en condition cela. Alors on a dit on va pas forcément faire de liste, on vous cite des jeux comme ça qui nous viennent à l'esprit. Dans le genre de la plateforme, on en parlait avant la prise d'antenne, c'est dans le genre de la plateforme par exemple Super Meat Boy qui a remis pas mal... Alors là on va parler d'un genre aussi assez particulier qui est... donc c'est le cas pour la série des Souls, c'est le cas pour Super Meat Boy qui va être le Die and Retry. Donc des jeux vraiment exigeants. Je pense que des jeux aussi comme Sin and Punishment qui se rapprochent plutôt d'un jeu de tir shoot 'em up chez Nintendo sont aussi des jeux assez difficiles, donc assez arcade de ce point de vue là et du coup vous avez des paliers de difficulté, c'est souvent lié à vous, mais c'est aussi un apprentissage qui se fait par l'échec, donc par la mort et la reprise, et au final c'est des jeux où il y a beaucoup de pièges, où il y a beaucoup de parfois au niveau des ennemis ou des boss de patterns. Donc les patterns, c'est les façons dont ils vont se déplacer, dont ils vont attaquer, etc. Et vous avez un petit peu ce côté par cœur à apprendre, qui est totalement hérité là effectivement des jeux des anciens jeux de l'époque, qui sont pour la plupart essentiellement, comme on le disait, soit des jeux de plateforme avec bien sûr les boss aussi qui étaient très importants à l'époque, avec les boss qui avaient différentes phases, et donc il fallait puisque là on parle sur des jeux de plateforme ou d'arcade où généralement vous n'avez que en gros, c'est pas forcément. Vous avez des vies, mais souvent sur une vie, vous allez avoir 2-3 coups que vous allez pouvoir encaisser avant de mourir. Et du coup, forcément, ça vous oblige là à être extrêmement habile et vigilant. Et du coup, c'est vrai que dans le cadre de la série des Souls, qui se rapproche plus, par exemple, d'un action RPG. Enfin, c'est pas vraiment un action RPG, mais ça s'en rapproche le plus, voilà, si on veut dire. Donc vous avez des éléments de RPG, c'est-à-dire vous avez une barre de vie, vous avez une barre d'endurance, un équipement qui va quand même changer la donne, etc. Mais comme c'est un jeu qui reste extrêmement violent et chaque ennemi peut vous avoir en seulement quelques coups, là on se rapproche effectivement des jeux d'arcade d'origine. Vous avez moins cette impression, alors que dans des RPG grand public, vous allez avoir énormément de points de vie, les boss aussi, et ça va plus se faire sur la durée, mais généralement vous avez moins ce côté difficile, quoi. C'est plus le côté épique et finalement comment vous allez gérer jusqu'à la fin de l'affrontement, mais et vous pouvez avoir par moment les attaques des boss qui vous mettent en difficulté, etc., donc qui vous obligent à vous adapter, mais sinon généralement c'est vrai que on va dire sur la plupart des grandes licences, et on peut penser à Final Fantasy XV qui est sorti récemment. Alors moi j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer, mais par rapport à ce que j'ai lu, et je pense que tu pourras en convenir, Étienne, apparemment le jeu est même dans son mode de difficulté normale est relativement facile, et donc on peut je dirais de par le système de jeu, on peut assez facilement tricher avec le système et devenir, mais bon, c'est aussi un peu le principe du genre, devenir beaucoup plus puissant, donc pour avancer rapidement dans la progression du jeu, quoi. Disons que c'est vrai que ça se rapproche plus, on va dire, un peu au niveau d'un MMORPG, on va dire, sans en être un pour autant, même si c'est vrai que il y a les mises à jour, ou il y a récemment qui s'est fini l'event du carnaval
Mog et Chocobo. Mais en fait, c'est vrai qu'en plus, la barre de vie, on dirige qu'un personnage, Noctis, et les 3 autres sont gérés par l'IA. Bon, après, il y a des petits trucs qu'on peut customiser par rapport à ça. Mais si on est mis KO, vos coéquipiers peuvent vous relever, etc. En fait, les persos sont plus résistants par rapport à ça. On peut fuir entre guillemets le combat si on sort de la zone d'affrontement. Et c'est vrai que même si 10, 15 on va dire niveau de différence, si on arrive à bien gérer, c'est possible de gagner l'affrontement. Mais c'est vrai que c'est pas... C'est plus... c'est pas vraiment difficile par rapport à ça. Pour un joueur qui a l'habitude des RPG, c'est pas le plus difficile qu'il fera par rapport à ça. Oui, parce qu'il y a quand même effectivement des séries comme les Dragon Quest, donc comme les Shin Megami Tensei dont on parlait avant, qui sont des jeux, on va dire, des classiques du genre, plus ou moins de niche, plus ou moins, alors, qui ont généralement une bonne notoriété au Japon, moins en Occident, puisque ça a été plus tardif par rapport à Final Fantasy qui est assez universel, mais aussi, oui c'est vrai, par rapport au jeu en lui-même. Et c'est vrai que Final Fantasy est arrivé chez nous à une époque où justement la difficulté commençait à baisser avec l'ère de la PlayStation, etc. Progressivement, on va changer un petit peu de genre jusqu'à arriver de nos jours, quoi, 20 ans après, à des jeux qui sont extrêmement simples, comme tu le disais. De par le fait déjà de la multiplication des jeux, le fait est qu'on n'a plus forcément le temps, et pour ces jeux qui peuvent parfois être extrêmement longs, eh bien la possibilité de ne pas avoir de défis permet et de ne pas buter dans le jeu à cause de sa difficulté, permet de progresser plus rapidement. Mais aussi, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, de ce point de vue-là, c'est que, et c'est ce qui a permis le succès des jeux comme les Souls, le fait est, il y avait quasiment plus de jeux qui étaient difficiles. Et je pense que les joueurs, enfin en tout cas une certaine frange de joueurs, étaient un petit peu en manque de challenge, parce que toutes les grosses boîtes cherchaient absolument à faire des jeux qui soient entre guillemets les plus accessibles et les plus faciles possibles, mais où on vous prend par la main et où finalement vous vous demandez si c'est encore presque un intérêt de jouer. Parce que le principe du jeu, c'est de jouer, d'avoir un gameplay et donc d'avoir un certain challenge. Sinon, autant regarder un film, une série ou que sais-je encore. Et du coup, on a vraiment ces deux cas de figure avec l'élargissement et le vieillissement de la population de joueurs. Le fait est, c'est vrai, que les jeux sont devenus plus simples et plus accessibles aussi parce que, et ça c'est une statistique qui est avérée, il y en a très peu qui vont jusqu'à la fin du jeu. Donc on essaie d'être le plus accessible et d'accompagner le plus, mais c'est aussi sûrement ce qui, hélas, a fait un peu chuter ces jeux qui sont de plus en plus simples et au final où on n'éprouve plus aucun plaisir à y participer, quoi. Il suffit juste par exemple de regarder les succès ou les trophées, de voir un succès qui correspond au boss de fin ou à la fin du jeu, et de voir qu'en fait au final il n'y a pas un pourcentage qui est très élevé par rapport à ça. Donc non, généralement c'est quoi, c'est entre une personne sur 10 et une personne sur 4, on va dire, qui finit, qui va vraiment jusqu'au bout des jeux. Bon, après il y a le phénomène de lassitude, etc. Mais c'est vrai que les jeux ont eu tendance à, comparativement aux premiers jeux, des jeux d'arcade qui pouvaient être des jeux qui se finissaient assez rapidement, pour peu que vous soyez doué, qui peut-être duraient 2-3 heures, alors que maintenant alors c'est vrai que c'est un peu un autre sujet, mais on crierait au scandale si un jeu ne durait que 3 heures, parce qu'on dirait attendez, au prix où je l'ai payé, pour peu que vous ayez payé le jeu, ça soit c'est vrai que c'est
c'est cher payé, on va dire, mais aussi peut-être la tendance inverse d'avoir des jeux qui ont tendance à s'étaler beaucoup plus qu'ils ne le devraient par le fait donc du principe un peu phare en ce moment du monde ouvert ou des jeux services et finalement de remplir un peu le monde d'une activité annexe mais qui sont inintéressantes au possible pour meubler un peu et finalement tout type de jeu, enfin beaucoup maintenant les jeux, par exemple les jeux de tir, les FPS, on peut penser à Far Cry, on peut penser à des jeux comme Borderlands, etc. Ce sont des jeux qui maintenant aussi intègrent des éléments de narration, voire au niveau gameplay du RPG, que ce soit les points de vie, que ce soit les compétences, que ce soit tout un tas d'autres choses, de systèmes de craft, etc. Et du coup on a un peu des mélanges de genres, mais on tend à aller vers la simplicité, qui est totalement inverse de ces jeux. On peut récemment aussi citer Nioh, donc qui est sorti récemment et qui est un jeu qui apparemment, alors qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'essayer nous, mais qui apparemment demande pas mal de challenges, et c'est une bonne chose, a plutôt, en tout cas a l'air d'avoir un franc succès à la fois au Japon sur ses terres d'origine et puis aussi donc en Occident. Donc c'est vrai que j'ai envie de dire un peu l'émergence, la réémergence de ce type, notamment avec les Souls, ça a permis un peu de trouver un nouveau public et finalement de trouver une nouvelle catégorie de joueurs qui se fidélisent par rapport à ceux-là. Mais c'est vrai que c'est plutôt du côté, je trouve quand même, qui brille pas mal les jeux, on va dire hardcore dont on parle, c'est plutôt au niveau des jeux indie, donc notamment Super Meat Boy dont on a parlé, où suffit juste, on tombe dans le vide, ou on touche un truc qu'on ne devrait pas toucher, et hop. C'est de la pure plateforme, à l'ancienne, où toute erreur est tout de suite sanctionnée. Ou plus récemment, dont notamment je suis en train d'y jouer actuellement, c'est Darkest Dungeon, qui est en fait un RPG, donjon crawler, où en fait on explore des donjons, etc. et autres. Et donc en fait qui est un peu la transposition en RPG d'un jeu de rôle papier, où on va dire où on a des éléments fixes, les dégâts qu'on va infliger, etc. On a des critiques, etc. Donc assez exigeant. Vous avez une équipe de 4 héros possibles. Vous avez le choix entre 4 skills par personnage à équiper sur 7, donc ce qui est vrai qu'il y a un petit choix stratégique aussi à faire par rapport à ça. Et si un de vos héros meurt, il meurt de manière définitive. Il y a juste quelques événements qui peuvent faire qu'ils peuvent ressusciter, mais bon, c'est très rare, voire même quasiment nul. Donc en fait, c'est ce petit côté de challenge où en fait, parfois un combat qu'on pense bien engagé peut très mal finir, et inversement, un combat mal engagé peut très bien finir. Il y a aussi un côté stress des personnages à gérer. Donc il y a pas mal d'éléments à prendre en compte, mais il y a un côté très addictif à dire préparer son équipe, faire évoluer le village dans lequel on se trouve pour débloquer de nouvelles options pour les personnages, les améliorer, etc. Donc un petit coup de reviens-y qui est pas désagréable, mais qui est un peu stressant vis-à-vis d'un combat qui peut très vite dégénérer, ou voir son équipe décimée et perdre tout l'investissement qu'on avait consacré à celui-ci. D'accord. Et donc pour essayer de pas de conclure, mais d'aboutir à la fin de cette émission, est-ce que vous avez un jeu récent? Alors quand je dis récent, ça veut dire les années 2010, on va dire. Les années 2010, un jeu récent, un jeu contemporain, vraiment très dur, sur lequel vous avez vraiment peiné pendant un bout de temps. Est-ce que vous avez un exemple en tête comme ça de ces jeux qui vous rappellent justement la bonne époque des jeux d'arcade où on crevait comme les Dragon Slayer, où on crevait sans arrêt pour le moindre truc? Est-ce que vous avez chacun un exemple en tête de ces jeux difficiles
à en crever justement, et lequel est-ce et quand est-ce que vous y avez joué, quelle expérience en tant que joueur vous en avez retiré, Étienne? Moi récemment j'ai envie de dire c'était Bloodborne que tu m'avais passé. C'est vrai qu'il y avait certains boss qui m'ont bien énervé et m'ont bien fait crier. Bon, quelques bonnes insultes bien senties à certains moments, mais c'est vrai qu'il n'était pas... Enfin, c'est plus, on va dire, de l'énervement où on est un peu en dessous du niveau requis. Donc voilà, mais sinon c'était assez gérable comparé à ce que aux Souls habituels qui étaient les tout premiers étaient bien plus difficiles. Darkest Dungeon, dans le sens où des fois c'est bien parti et bon, je l'ai toujours pas fini celui-ci, mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup de joueurs sur les forums dire qui sont toujours avec plus de 100 heures, 200 heures au compteur. Donc c'est entraînant, mais enfin voilà, de trouver la meilleure composition d'équipe, vu que vous avez 16 classes différentes, la meilleure synergie entre les autres. Voilà, il y a un côté qui est vraiment intéressant pour le joueur de pouvoir vraiment bien préparer son équipe, etc. Dans les jeux plus anciens, on va dire, dans les années 2000, c'est vrai que j'ai plus de mal à m'en souvenir. Non, mais c'était plutôt les années 2010 dont je parlais, jeux récents dans la décennie, quoi, qui vous a vraiment rappelé votre expérience de joueur plus jeune, confronté à des jeux d'arcade plus difficiles, plus punitifs aussi. Non, enfin c'est vrai que ça doit être comme pour tous les jeux, on se dit ah merde, et après, bon, le fait de jouer à d'autres jeux, on oublie un peu. Ouais, je vais réfléchir, je vais peut-être retrouver d'ici là. Mais okay. C'est vrai qu'il y en a... Et toi, Thomas? Bon, alors forcément, le premier de la série des Souls, voilà, qui est vraiment comme l'a dit Étienne, à l'époque en plus, le premier était quand même assez un peu plus âpre, on va dire. Alors, est-ce que c'est parce que on se fait aussi à la formule au fur et à mesure, on s'y habitue, on retrouve assez facilement ses marques et forcément au bout de 3 jeux, on est assez rodé. Mais je pense quand même qu'il y a, c'est vrai, enfin moi je l'ai ressenti par rapport à Bloodborne, une certaine pas un lissage de la difficulté, mais un peu plus d'accessibilité en fait. Et la particularité des Souls, et c'est vrai que ça rappelle énormément on va dire les premiers temps, c'est que c'est un jeu où rien ne vous est donné, rien ne vous est expliqué, vraiment à l'antipode de ce qui se fait à l'heure actuelle, où maintenant on va vraiment vous prendre par la main, vous avez une grosse flèche, un gros traceur, vous savez exactement où vous devez aller dans le niveau ou dans le monde ouvert, dans la map, donc sur la carte qui vous est donnée. Et vous pouvez vous y rendre directement, voire parfois directement vous téléporter, enfin tout vous est mâché et explicité à fond. Là, dans les Souls, c'est vrai que c'est démerde-toi, mais démerde-toi, quoi. Et c'est vrai que c'est un jeu, en fait, où c'est plus à la fois par l'expérience qu'on a et le partage qu'on va avoir avec les autres. Alors, par rapport à l'époque, oui, à l'époque, on discutait avec les copains dans les cours de récré, on lisait les magazines, etc. Maintenant, tout se passe sur Internet, quasiment. C'est aussi un jeu qui s'est fait une énorme réputation grâce à YouTube. Et grâce à des joueurs, voilà, on a toute une scène qu'on appelle le speedrun, où les gens essaient de finir les plus vite les jeux, et les Souls sont des jeux qui s'y prêtent très bien. Et honnêtement, j'ai vu des vidéos, mais c'est très 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 impressionnant. C'est des mecs qui sont extrêmement doués, quoi. C'est-à-dire que honnêtement, moi j'ai dû mettre en moyenne, je mets un Souls, ça me met entre 80 et 90 heures, mais je suis plutôt du genre à prendre mon temps. Normalement, c'est un jeu qui se finit en 60 heures, et c'est des mecs qui arrivent à le finir en moins de 1 ou 2 heures. Mais bon, après, entre guillemets, ils trichent, hein, ils profitent de tous les glitches pour arriver très rapidement à la fin du jeu d'une manière où c'est totalement impossible normalement de le faire. Mais c'est vrai que ça prête... vous ne pouvez faire aucune erreur, et c'est vrai que c'est très impressionnant parce qu'on voit que c'est des gens qui sont extrêmement doués, et c'est là où aussi on voit la marge de progression. Après, juste un petit peu en arrière, c'est vraiment Super Meat Boy, moi il y a quelques années, juste un petit peu avant
Demon's Souls, et moi ça m'a plus parlé parce que c'est vrai que quand j'étais plus jeune, c'était énormément les jeux avant d'être vraiment fan des RPG, c'était les jeux de plateforme. Alors comme j'étais sur Sega, c'était plutôt les Sonic, mais c'est vrai que les Sonic étaient aussi assez difficiles en soi, c'était pas toujours évident d'arriver jusqu'au bout, hein. Voilà, en dehors des mots de passe et autres cheat codes. Et du coup, voilà, c'est Super Meat Boy, j'ai vraiment retrouvé ce plaisir. Et alors c'est vrai, tu l'as dit, Étienne, ce stress, cette frustration, mais au final, vraiment ce sentiment d'accomplissement, parce que quand vous y arrivez, c'est vous, quoi. C'est vous parce que c'est votre talent. C'est pas parce que vous y avez passé 50 heures et que du coup vous avez tout maximisé et que en gros vous arrivez devant le boss de fin et limite vous le tuez en un coup parce que vous êtes beaucoup trop puissant, parce qu'on vous l'a permis. Non, c'est parce que là c'est aussi votre talent, vous, manette en main. Alors c'est vrai que pour des gens qui n'ont pas l'habitude ou entre guillemets qui sont moins doués, ça peut être éliminatoire, je dirais. Mais en même temps, c'est vrai que c'est un vrai plaisir. Et moi, je trouve que c'est ce genre de jeu, ces dernières années, que ce soit dans les indépendants ou des jeux un peu plus importants, qui m'ont vraiment pris du plaisir, quoi. On a déjà parlé de ces jeux, mais des jeux comme, pour donner un exemple d'un petit peu l'inverse, donc des jeux comme les Uncharted et donc on avait beaucoup parlé de The Last of Us entre nous, sont des jeux très beaux qui peuvent avoir une histoire intéressante, mais au final c'est des jeux très basique, quoi. C'est-à-dire vous avancez, vous avez de l'action tous les 2 mètres, vous finissez la scène de combat, vous avancez, c'est un TPS, quoi, c'est un jeu de tir, mais au final il y a quasiment aucun challenge, quoi. Okay. Voilà. Et aussi beaucoup les jeux sur PC maintenant reviennent. Beaucoup de jeux sur ordinateur, de vieux, tout ce qu'on appelle les roguelikes. Alors un que j'ai vraiment, même je pense que la difficulté est extrêmement mal dosée, c'est un jeu qui s'appelle Faster Than Light. Vous contrôlez un petit équipage en fait d'un vaisseau qui fuit en fait une invasion intergalactique, et le but en fait c'est un petit peu le baroud d'honneur, c'est que comme c'est foutu, vous allez essayer de trouver de retourner dans le système le noyau, du système politique, et d'aller détruire le gros vaisseau de l'Empire. Et en gros, après, j'ai essayé plusieurs fois dans le mode de difficulté le plus bas, et toujours arrivé au boss de fin, je me fais lyncher, quoi. C'est-à-dire, c'est un jeu en fait où toute la progression que vous avez, mais qui est en fait aléatoire, qui a une grosse dose d'aléatoire. Donc vous allez rencontrer des membres d'équipage qui ont des talents différents, que ce soit pilote, mécanicien, infirmier, que sais-je encore. Tout l'armement que vous allez pouvoir avoir pour votre vaisseau, etc. Ça va être quelque chose qui est assez aléatoire et va dépendre de vos choix, mais là aussi un petit peu à la manière d'un livre dont vous êtes le héros ou d'un jeu de rôle papier, vous avez un choix, sauvez-vous l'équipage, et ça peut être autant une aide parce que l'équipage vous remercie, mais en fait non, c'est peut-être aussi des pirates, et en fait ils vont vous attaquer, ils vont faire des dommages à votre vaisseau, et du coup, mais ça vous avez absolument aucun moyen de le savoir, et du coup c'est extrêmement aléatoire, et c'est dur, même après en connaissant le jeu, en l'ayant fait une première fois, en ayant perdu, en recommençant, à l'inverse de tous les jeux dont on a parlé où vous avez quand même une certaine connaissance. Alors ça se fait aussi un petit peu, mais c'est un peu plus compliqué. C'est extrêmement difficile d'arriver à planifier, et là comme c'est vraiment un jeu plus de stratégie, vous avez moins de c'est pas votre ce qu'on appelle le skill, hein, c'est pas vos compétences qui rentrent vraiment en ligne de compte, quoi. Donc ça c'est un jeu que j'ai trouvé extrêmement frustrant, assez difficile. Je sais que c'est un jeu qui a plutôt bonne presse, un petit jeu indé qui a plutôt bonne presse auprès de la population de joueurs. J'avoue, alors je suis peut-être complètement passé à côté, je sais pas, mais je l'ai trouvé là justement trop injuste, trop difficile pour être difficile, sans avoir finalement le retour, la récompense, la juste récompense.
Voilà, donc on voit qu'on peut avoir un petit peu de tout dans tous les genres et un petit peu vraiment de tout au niveau du dosage, mais ça dépend aussi, on va dire, de votre propre affinité avec les différents genres de jeux vidéo, si vous êtes un habitué, si ou pas, mais comme des gens diront les jeux de baston c'est pas pour moi parce que moi j'y connais rien, j'y comprends rien, et il y en a d'autres qui vont être extrêmement doués. Voilà, parce que bon, il y a aussi une question de pratique, mais il y a aussi une question de talent, quoi. Et du coup, Florent, est-ce que toi tu voulais, bon, tu connais moins en jeux vidéo, mais est-ce que tu Ah non, moi j'ai joué qu'à des jeux faciles pour vous. Donc non, j'ai pas de référence particulière à donner. Ou même dans les let's play que tu aurais dans pu les let's play voir, que je peux regarder, non, même pas, parce que ce que j'en vois, en général les let's play que je regarde, c'est des joueurs qui sont des joueurs confirmés un peu quand même, donc des jeux qui seraient difficiles pour le commun sont finalement assez simples, pas forcément faciles, mais assez simplifiés pour eux. Donc finalement c'est une expérience de jeu un peu biaisée. Non, mais en revanche je me demandais si, d'après vous, pour conclure l'émission, justement, d'après vous, en tant que joueur et en tant qu'amateur de jeux difficiles, justement, sur le retour, est-ce qu'on va, à votre avis, dans les années à venir, vers un retour de la difficulté comme enjeu, vraiment, pour vendre un jeu, etc., dire, voilà, ce jeu est vraiment difficile, jouez-y et testez-le, voilà, ou est-ce qu'on va de plus en plus vers une simplification des jeux pour le casual gamer, comme vous disiez ? Alors, pas tous en même temps. Oui, il y a un gros blanc là. Ça, c'est vraiment la question. Alors, moi, je dirais les deux, mon général. Clairement, les Souls ont fait énormément de bien à l'industrie, puisqu'il y a beaucoup de titres maintenant qui s'en réclament. Donc là, on citait Nioh un petit peu plus tôt dans l'émission. C'est vrai que c'est une série qui était en gestation depuis 10 ans, dont on vous a un petit peu déjà parlé et qui sort enfin. Et en fait, elle a changé un petit peu de genre pendant son long développement. Et en fait, avec l'apparition des Souls, ça s'est dirigé vers ça. Et le jeu, apparemment, a à la fois sa propre identité, mais se réclame de cette difficulté dont on parle. Donc ça a vraiment une source d'inspiration. Il y a énormément d'indés qui s'inspirent aussi de cette difficulté. Ce qui peut se comprendre, puisque là, on est plus sur des jeux qui se rapprochent un petit peu des jeux d'antan. Mais oui, il y a certaines... je pense qu'il y a certains gros studios et certaines grosses firmes qui ont enfin compris qu'on pouvait proposer du challenge dans les jeux, et que c'était entre guillemets pas une problématique, que c'était pas quelque chose qui faisait fuir les joueurs, mais que si c'était finalement des bons jeux suffisamment bien dosés, ça pouvait tout à fait rapporter de l'adhésion du public. Alors peut-être pas autant que parfois ils aimeraient vendre, mais on en parlait un peu plus tôt, quoi. C'est toujours le même problème, quoi. C'est que si vous faites un jeu entre guillemets qui est trop facile, etc., il aura peut-être bonne presse, mais alors que inversement, voilà, un jeu qui est difficile, qui a du challenge, ça va réveiller toute une frange de joueurs, une niche, enfin qui même plus qu'une niche de joueurs, puisque des jeux comme les Souls, ça se vend quand même à plusieurs millions d'exemplaires. Alors c'est sûr que c'est pas des dizaines de millions d'exemplaires comme certains très gros titres, mais au moins il y a quand même il y a un public pour ça, il y a un vrai public, et c'est pas non plus un tout petit public. C'est vrai que par contre, si on parle des Dragon Quest ou des Shin Megami Tensei, en dehors de Persona, les Shin Megami Tensei, c'est seulement quelques centaines de milliers d'exemplaires vendus dans le monde. Donc là, c'est vraiment des jeux de niche. Les Souls, ils ont vraiment gagné. Si vous voulez, c'est un peu le jeu de niche grand public, quoi, si on pouvait dire ça. Mais inversement, on aura bien sûr toujours des jeux. La grande majorité, il ne faut pas se le cacher, hein, des jeux sont des jeux simples et accessibles à tout le monde, quitte à ne proposer absolument aucun challenge. Donc je pense vraiment qu'on aura les deux qui cohabitent, mais on a eu là depuis un petit peu moins de 10 ans maintenant, mais ouais, je dirais depuis 7-8 ans, on a vraiment ce retour, cette prise de conscience, je pense, et c'est bien que les deux cohabitent. Voilà, même si on aura une majorité de jeux difficiles chez les indés et quelques gros titres, enfin
si on peut parler de gros titres, parce que voilà, c'est pas non plus des jeux qui sont forcément des jeux à extrêmement gros budget comme certaines grosses licences, mais voilà, on a les deux qui cohabitent. On peut voir, c'est vrai que ça fait énormément plaisir, des jeux comme Persona par exemple, qui sont sortis au Japon, qui marchent de mieux en mieux, quoi. C'est une série qui fête ses 20 ans, c'est, on va dire, la branche grand public de la série des Shin Megami Tensei, et c'est une série qui se vend de mieux en mieux, et elle a réussi à coupler ce que l'on reproche aux jeux de rôle japonais à l'heure actuelle, c'est-à-dire une esthétique très manga, mais en même temps un système de jeu et une difficulté qui est vraiment bien dosé, quoi. Et puis vous allez avoir tout un tas de titres comme aussi la série des Tales of, toujours pour les RPG japonais, où si vous voulez du challenge, faut commencer directement en mode difficile, mais qui va proposer plusieurs niveaux de difficulté encore plus élevés, qui vont vous permettre si vous voulez de vraiment en profiter, quoi. Et puis voilà, inversement, vous allez avoir des séries comme Fire Emblem, qui sont des séries de tactique, qui étaient extrêmement difficiles, et un petit peu comme Darkest Dungeon dont tu parlais plus tôt dans l'émission, Étienne, était un jeu où quand vous perdiez une unité, elle était morte et vous pouviez plus la récupérer, et c'était vraiment des personnages, des personnalités, donc pour peu que vous y étiez attaché, en plus d'avoir une unité efficace, c'est vrai que vous aviez perdu 2 heures de jeu et il fallait recommencer et tout. Bon, malgré tout il y avait système de sauvegarde, mais c'est des jeux qui sont réputés difficiles. Voilà, là ils se sont un petit peu casualisés et tout en restant quand même avec un certain challenge, et c'est une des séries maintenant Nintendo, puisque c'est une licence Nintendo qui marche le mieux et qui a fait son comeback, alors qu'elle était vouée à être morte et enterrée à cause de sa difficulté, justement. Et voilà, donc il y a aussi une balance, je dirais un juste milieu à trouver entre peut-être des jeux trop hardcore et qui resteront des jeux de niche, et des jeux trop grand public qui feraient bien de rajouter un petit peu de difficulté pour peut-être contenter un peu plus de monde. Très bien. Étienne, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ça ? Comme on dit, tous les goûts sont dans la nature, donc c'est vrai qu'il y a toujours un public pour tout. Donc je rejoins en grande majorité sur ce qu'a dit Thomas, que en règle générale ça va rester de la difficulté, on va dire entre guillemets normale pour le grand public en règle générale. Mais c'est vrai que maintenant on retrouve peut-être de plus en plus quand même, après ça dépend, la possibilité de modifier la difficulté du jeu. Donc facile, normal, difficile, voire même très difficile. Donc notamment j'y pense, j'avais fait récemment Dishonored 2, où il y avait ces 4 difficultés là. Plus récemment aussi Resident Evil 7 qui avait 3 modes de difficulté, facile, normal et survie. Donc c'est vrai après c'est un mix. Donc c'est vrai que c'est pas mal d'avoir, c'est vrai, c'est bien d'avoir des jeux qui sont hardcore, comme on a parlé, où on a un sentiment d'accomplissement lorsqu'on a réussi à triompher des épreuves, mais faut quand même aussi avoir un gameplay qui suit la route, parce que si on a cette difficulté entre guillemets de manipuler le perso ou etc., on a des contraintes supplémentaires qui rendent la tâche encore plus ardue, et que le gameplay c'est un élément qui est mine de rien assez moteur du jeu. Si le gameplay est bancal du début à la fin, on attache moins au jeu. Donc c'est un équilibre, j'ai envie de dire, aussi par rapport à ça. Donc il y a pas mal de critères qui rentrent en ligne de mire, j'ai envie de dire, pour avoir un bon jeu hardcore. Mais c'est vrai que mine de rien ça peut être pas mal d'avoir un peu plus de challenge, quitte à ce que ça soit optionnel ou pas, selon au choix du joueur, etc. Donc c'est vrai, j'y repensais un peu tout à l'heure quand tu m'avais demandé pour un jeu. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant de souligner, j'en avais peut-être déjà parlé par le passé. Donc j'en parle, c'est Catherine, mais c'est plus casse-tête, puzzle. C'était un peu plus, c'est un côté, on va dire, un peu également hardcore, un peu plus spécial. Oui, je suis tout à fait d'accord, c'est un très bon exemple que tu donnes là, et c'est aussi un jeu qui a fait Atlus, encore. Ouais, mais c'est vrai, un beau succès, des jeux comme ça, puisque d'ailleurs Catherine et Demon's Souls étaient sortis, je crois, un an ou deux d'intervalle en Occident, sont des jeux qui
ne devait pas marcher, entre guillemets, en disant c'est trop étrange, c'est trop japonais, c'est trop hardcore, et en fait qui ont eu un énorme succès par le bouche à oreille, de par leur qualité, tu l'as dit, d'abord au niveau du gameplay, mais aussi au niveau de la difficulté. Et c'est vrai que c'est important de le préciser. Voilà, c'est des jeux aussi où parfois on vous dit c'est difficile. Oui, c'est difficile, mais c'est pas insurmontable, c'est pas injuste, et voilà, c'est des jeux difficiles, mais c'est pas c'est pas négatif. Voilà, c'est aussi important de le préciser. Et tu as tout à fait raison. Et en plus, c'est vrai que c'est un jeu très, on va dire totalement atypique pour l'occasion. Atypique, et en plus, le stress vient du fait qu'en fait, on doit grimper entre guillemets. Un décor sur les éléments jusqu'à arriver à l'objectif, et en fait ça s'écroule au fur et à mesure. Donc en fait on a le stress de faut bien agencer les cubes qu'on peut déplacer, il y a une manière un peu spéciale pour grimper, etc. Voilà, donc il y a tous ces éléments, donc c'est un peu casse-tête, donc faut un côté réflexion qui est pas mal. Donc oui, assez atypique mais très très cool. Et est-ce que tu dirais qu'un jeu comme Nier est un jeu difficile ou pas ? C'est un peu compliqué. Lui, il est un petit peu bancal, donc il mélange un peu les genres. C'est avant tout un action RPG, mais c'est vrai qu'il y a des phases un petit peu de shoot et ou d'esquive, un peu comme dans les jeux de shoot de l'époque, où vous avez la caméra qui va changer. C'est un jeu qui peut s'avérer assez compliqué. Il y a un certain challenge, surtout dans les modes de difficulté élevés. Voilà, sachant qu'avant il y avait un autre jeu de cette team qui était la série des Drakengard, qui est plus ancienne, celle-ci, et qui était aussi réputée pour sa difficulté. Je pense que Nier était, on va dire, par rapport à l'action RPG classique, qui était peut-être un peu plus relevé, mais assez faisable. Je pense que les Drakengard, les premiers, étaient beaucoup plus relevés niveau challenge, etc. Aussi, ouais. Donc... Et du coup, il y a un autre jeu que j'aimerais citer sur console portable. Là aussi, qui est un jeu d'Atlus, finalement. Si cherchez Atlus, le développeur, le studio japonais, qui est maintenant la propriété de Sega, dans toutes leurs séries qu'ils font, généralement, ce sont des séries assez difficiles. Une série qui a aussi eu, alors là, pour le coup, qui est de niche, mais qui a vraiment trouvé son public, c'est Etrian Odyssey. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est un dungeon RPG, et le principe, alors c'est des jeux qui ont été réédités sur 3DS, mais qui sont apparus sur DS. Donc là maintenant, je crois qu'ils ont fêté les 10 ans de la série en fin d'année dernière, quelque chose comme ça. On est quand même déjà à 4 ou 5 titres, donc c'est quand même ça paraît assez rapidement, et donc ça vous propose, et là on est typiquement dans les vieux jeux de rôle, même d'inspiration occidentale, puisque vous êtes dans un donjon, vous êtes en vue à la première personne. Vous allez avoir des combats aléatoires, mais aussi des combats, on va dire, où les monstres sont visibles à l'écran parce que c'est des monstres surpuissants, et vous explorez un donjon, mais ils profitent des capacités de la DS et de la 3DS avec l'écran du bas, l'écran tactile, parce que c'est à vous de dessiner la carte. Voilà, et vous avez tout ce côté-là, et c'est un jeu où vous avez une équipe de 5 joueurs. Alors là, récemment, dans les rééditions sur 3DS, ils ont scénarisé, mais à la base, en fait, dans le jeu d'origine, il y a pas d'histoire, et les personnages que vous les créez, c'est des archétypes de personnages, le guerrier, le mage, et vous leur donnez un nom, mais voilà, c'est tout. Puis après, ils ont des arbres de talent en fonction de c'est vous qui choisissez telle ou telle compétence, mais ils ont des arbres de talent prédéfinis, et c'est très très proche effectivement des jeux de rôle d'un temps, et de ce qu'on appelle le dungeon RPG, qui est plus quelque chose qui existait notamment sur ordinateur, sur PC, en Occident. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour du sujet rapidement, voilà, le plus rapidement possible. On vous laisse, si vous voulez, dans les commentaires, citer des jeux récents que vous avez trouvés difficiles, mais des bons jeux difficiles. À l'inverse aussi, des jeux difficiles qui sont réputés plus mauvais, qui sont plus injustes, comme tu disais justement. Voilà, on vous laisse réagir dans les commentaires si besoin est.
En tout cas, nous, on continuera à explorer le monde des jeux vidéo, on continuera à y jouer et la difficulté, finalement, c'est ce qu'on peut retenir de cette émission, c'est que la difficulté, c'est vraiment bienvenu quand c'est bien dosé et bien équilibré, quoi. Donc voilà, merci à Étienne. De rien. Merci Thomas. Merci. Et à la prochaine. Salut. À bientôt. Au revoir.